be an economic disaster. It would be a national security disaster if we lost the case in the Supreme Court. Vous vous réveillez dans un pays qui ne ressemble plus à celui où vous avez grandi. Vous allumez la télévision, vous faites défiler votre écran de téléphone portable, et le sentiment est le même. Les décisions sont prises là-haut, tandis qu'ici, en bas, la vie devient plus chère, l'insécurité augmente et la confiance dans les institutions semble s'évaporer. Tout donne l'impression d'être hors de contrôle. Et quand quelqu'un prend les commandes, c'est pour aggraver la situation. Mais aujourd'hui, quelque chose de différent s'est produit. Pour la première fois depuis longtemps, le système a réagi. La Cour suprême s'est imposée et ce qu'elle a fait change complètement la donne. Ce n'est pas seulement un autre jugement, c'est un séisme politique qui a frappé de plein fouet le cœur du gouvernement de Donald Trump et qui pourrait redéfinir le cap de la nation. Si comme des millions de citoyens, vous en aviez assez de voir autant de pouvoir concentré entre les mains d'une seule personne, cette vidéo est pour vous. Car ce qui s'est passé n'était pas un simple geste bureaucratique, mais un cri du texte constitutionnel lui-même, rappelant qu'il existe encore des limites. Ici, nous allons analyser chaque détail, sans coupure, sans détour, et avec une profondeur que les médias traditionnels refusent d'offrir. Restez avec moi, car ce qui se déroule aujourd'hui pourrait marquer le début d'un tournant historique. Et avant de continuer, si ce type de contenu vous parle, si vous avez le sentiment que la vérité a été détournée par les grands médias, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ceci est plus qu'une simple information, c'est de la résistance. C'est la reconstruction d'une conscience collective. Chaque nouvelle inscription renforce une voix qui refuse d'être réduite au silence. Allons-y ensemble, parce que l'impossible s'est produit. La Cour suprême des États-Unis a décidé d'affronter le président. Non pas avec une rhétorique vide, mais avec la force de la Constitution, la légitimité du pouvoir judiciaire et le courage de dire « ça suffit ». Dans une décision historique de 7 voix contre 2, la plus haute cour du pays a frappé au cœur du pouvoir accumulé par Donald Trump. Et le plus symbolique, parmi les voix contraires, il y avait 3 juges nommés par le président lui-même, 3 magistrats, qu'il a choisi en croyant qu'il serait fidèle à sa vision de l'autorité et qui se retourne maintenant contre les abus de celui qui les a nommés. Cela, en soi, serait déjà sans précédent. Mais la décision va bien au-delà. Elle a un effet immédiat. Elle suspend plus de 30 décrets signés par Trump ces derniers mois. Elle interrompt le recours à la garde nationale sans l'autorisation des États. Elle annule les tentatives de contrôle budgétaire unilatéral. Elle annule les ordres de licenciement massif dans la fonction publique fédérale. Tout cela d'un seul coup. C'est comme si un frein avait été actionné sur une machine de pouvoir qui accélérait sans contrôle. Tout cela repose sur un principe simple, mais souvent oublié. Le président n'est pas au-dessus de la Constitution. Il ne peut pas gouverner par décret indéfiniment. Il ne peut pas passer outre le Congrès. Il ne peut pas réécrire les règles du jeu pendant que le jeu se déroule. Cette décision de la Cour suprême est plus que juridique, elle est institutionnelle. Elle rétablit l'équilibre entre les pouvoirs. Elle réaffirme qu'il existe des limites, qu'aucun dirigeant ne gouverne seul. Et c'est précisément pour cette raison que son impact est si profond. Car ces dernières années, cette logique a été corrompue. Le pouvoir exécutif est passé du rôle d'exécuteur des politiques à celui de créateur absolu de normes. Cela a vidé le pouvoir législatif, affaibli le pouvoir judiciaire et concentré trop de pouvoir entre les mains d'un seul homme. Donald Trump a tenté de transformer la présidence en un trône et la Cour suprême lui a rappelé que ce siège n'est encore qu'une chaise qui exige modération, responsabilité et respect institutionnel. L'avis de la Cour a été direct et sans équivoque. Elle a qualifié d'inconstitutionnelles les mesures qui donnaient au président un contrôle total sur les agences indépendantes, les forces de l'ordre des États et les décisions financières. Le langage de l'avis était technique, mais chargé de symbolisme politique. Lorsque le président de la Cour suprême affirme que l'autorité sans contrôle ronge la moelle de la République, il ne se contente pas d'interpréter les lois.
Il parle de la survie même de l'État démocratique. Il dit, entre les lignes, qu'une nation se perd lorsqu'un homme croit en être le propriétaire. Et c'est peut-être là le message le plus puissant de tous. Un avertissement qui transcende la procédure judiciaire et touche la conscience collective d'un peuple fatigué de l'autoritarisme déguisé en efficacité. Cette décision intervient dans un contexte d'extrême fragilité. Trump est confronté à de multiples crises simultanées. Enquête pour corruption au ministère de la Justice, accusations impliquant des membres de sa famille et des alliés, tensions diplomatiques avec le Canada et d'autres partenaires commerciaux. Assiégé de toutes parts, il recourait de plus en plus au décret présidentiel pour garder le contrôle. C'était comme s'il était acculé et essayait d'appuyer sur les quelques boutons qui ne répondaient encore qu'à lui. Mais aujourd'hui, ces boutons ont été désactivés. Et l'impact est immense. Les agences fédérales qui opéraient tous ces ordres doivent interrompre leurs activités et réévaluer leurs protocoles. Les programmes sont gelés. Les licenciements sont suspendus. Les décisions récentes perdent leur effet. C'est comme si tout un engrenage avait été bloqué. Cette paralysie administrative, qui à première vue semble chaotique, est en fait un nouveau départ, une chance de reconstruction. Car elle oblige le gouvernement à renouer le dialogue, à négocier, à respecter les rites démocratiques. Et c'est précisément là que réside la véritable signification de cette décision. Elle ne vise pas à punir le président, elle vise à rétablir l'équilibre républicain, à rappeler que gouverner c'est servir et non dominer, que le pouvoir sans frein est une tyrannie déguisée. Et si tout cela fait écho en vous, si vous sentez que cette réflexion correspond à la réalité que nous vivons, laissez un commentaire ici. Écrivez. Moi aussi, j'ai le sentiment que nous sommes laissés de côté. Votre voix est essentielle à ce mouvement. Peut-être que quelqu'un le lira et trouvera la force de continuer à croire que la démocratie est encore possible. Parce que nous ne pouvons plus accepter que des décisions qui affectent des millions de personnes soient prises d'un simple trait de plume. Nous devons être vigilants, unis. Et c'est pour cela que ce canal existe, pour dénoncer, expliquer et relier les points que les médias ignorent. Si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment de le faire. Les prochains jours s'annoncent intenses et vous méritez de comprendre chaque étape avec clarté, profondeur et sans manipulation. L'histoire se déroule sous nos yeux et elle a besoin d'observateurs attentifs, de voix fermes et de citoyens comme vous. Le véritable poids de cette décision va bien au-delà de l'empêchement de Donald Trump. L'enjeu est la restauration de la logique républicaine du gouvernement, le rappel que personne n'exerce le pouvoir de manière isolée, que l'autorité sans limite est synonyme de tyrannie et que gouverner nécessite dialogue, équilibre et responsabilité. Ce n'est pas seulement une question juridique, c'est une question qui touche directement la vie de chaque citoyen. Car lorsqu'un président s'habitue à gouverner par décret et à concentrer le pouvoir, les décisions ne sont plus soumises au débat public, à l'analyse technique et à la représentativité démocratique. Elles se transforment en imposition. Et toute imposition, aussi efficace soit-elle, a un prix payé par ceux qui sont en première ligne. Ce sont des aides suspendues du jour au lendemain. Ce sont des droits du travail réduits sans consultation. Ce sont des coupes dans les programmes de santé et d'éducation. Ce sont des vies réelles touchées par des décisions prises à huis clos. En annulant les décrets présidentiels de Trump, la Cour suprême a replacé la Constitution au centre du pouvoir. Elle a rappelé que gouverner exige des limites et que les limites ne sont pas une faiblesse, mais le fondement de toute république libre. Le gouvernement est désormais confronté à une nouvelle réalité. Il doit respecter le processus législatif, écouter le Congrès, dialoguer avec les institutions. Dans les coulisses, l'impact est visible. Des sources proches de la Maison-Blanche, dans des articles du Washington Post, décrivent un climat de chaos et d'incertitude. Les conseillers parlent d'un blackout administratif. Des départements entiers attendent des instructions, sans savoir ce qui reste en vigueur, ce qui doit être refait et ce qui devra être renégocié avec le Parlement.
Des questions se posent sur les nominations politiques, sur les fonds réaffectés sans autorisation et sur les contrats signés sur la base d'ordres désormais invalides. Il s'agit d'un vide institutionnel, mais un vide qui peut se transformer en opportunité. Car face à l'effondrement de la machine unilatérale, le système doit se réajuster. Et c'est ce qui commence à se produire. Les parlementaires démocrates ont déjà annoncé la création de nouvelles commissions d'enquête. L'objectif ? Enquêter sur les abus commis, identifier les responsables et proposer des réformes pour éviter que cela ne se reproduise. Les conseillers juridiques qui auraient approuvé des ordres illégaux, les secrétaires qui ont exécuté des mesures inconstitutionnelles et même le président lui-même font l'objet d'un examen minutieux. En outre, cette décision ouvre la voie à une avalanche de poursuites judiciaires. Les États, les syndicats et les organisations civiles préparent déjà des procédures pour annuler les effets de toutes les politiques créées sous l'égide des ordres suspendus. Chaque action peut se transformer en un nouveau chapitre d'usure institutionnelle pour un gouvernement qui a déjà perdu le contrôle du discours. La structure du pouvoir construite par Trump au cours de son second mandat s'effondre. Cette structure était fondée sur l'imposition et non sur le consensus. Elle était soutenue par la force et non par la légitimité. Et lorsque la force s'effondre, il ne reste que des décombres. C'est sur ces décombres que le pays devra reconstruire sa gouvernance. Ce sera un processus douloureux, mais essentiel, un exercice collectif de rééducation institutionnelle. Il s'agira de réapprendre la valeur de la démocratie, le sens de la délibération et la différence entre autorité et autoritarisme. La décision de la Cour suprême rétablit également quelque chose de fondamental, la crédibilité même de la Cour. Pendant des années, la méfiance s'est accrue quant au fait que ces ministres étaient devenus les otages d'agendas partisans. Mais le récent jugement a montré que l'indépendance existe toujours, même lorsque cela signifie s'opposer à ceux qui les ont nommés. Le vote de la juge Amy Coney Barrett est symbolique. Nommée par Trump sous la promesse de loyauté, elle a voté contre les abus de l'exécutif et a déclaré que aucun président ne peut supprimer le Congrès par décret. Cette phrase est un tournant. Un message direct à tout futur dirigeant qui oserait confondre leadership et domination. Le président de la Cour, John Roberts, a été tout aussi incisif. En déclarant que le pouvoir absolu ronge la moelle de la République, il a lancé plus qu'un avertissement. Il a tiré la sonnette d'alarme, un avertissement que la démocratie américaine a atteint sa limite de tension, et que s'il n'y a pas de retenue, la prochaine étape sera l'autoritarisme. Ces mots, prononcés au cœur du pouvoir judiciaire, ne sont pas seulement un discours. Ils constituent un diagnostic institutionnel. Elles sont la reconnaissance que le pays doit renouer avec ses propres principes. Une nouvelle étape commence maintenant. Une phase de rééquilibrage, de reconstruction, d'autocritique nationale. Trump, quant à lui, réagit comme toujours, en attaquant. Dans des discours enflammés et des publications sur les réseaux sociaux, il accuse la Cour de persécution, traite les juges de traîtres, se dit victime d'un coup d'État interne. C'est le même scénario que d'habitude. Lorsqu'il est confronté, il crie à la censure. Lorsqu'il est limité, il accuse de conspiration. Mais cette fois-ci, il y a un sentiment différent dans l'air. Les mots ont perdu de leur poids, parce que les faits sont indéniables. Et les faits montrent que le modèle de gouvernement basé sur des ordres unilatéraux n'a pas résisté aux tests constitutionnels. À partir de maintenant, Trump devra faire ce que tout président devrait faire, gouverner dans le respect des règles, négocier avec le Congrès, écouter les experts, rendre des comptes à la justice, respecter la presse. Il ne peut plus se cacher derrière des décrets, il ne peut plus diriger le pays à sa guise. Le vent a tourné, et avec lui, un nouvel espoir naît. L'espoir que la démocratie bat toujours, que les institutions, même blessées, peuvent encore réagir, que le peuple américain peut encore compter sur des juges prêts à protéger la Constitution.
Et si vous suivez cette chaîne, vous savez que c'est ici que nous continuerons à suivre chaque développement, à expliquer ce que les grands journaux ne disent pas, à relier les pièces que les médias ignorent. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Cliquez sur le bouton « Rejoignez notre communauté » car ce qui nous attend sera décisif. L'histoire est en marche et nous serons ensemble pour comprendre chaque étape avec clarté, courage et vérité. L'avenir du gouvernement de Donald Trump avance désormais dans un champ de mines fait d'incertitudes institutionnelles, de failles juridiques et d'une méfiance politique croissante. Ce qui rend ce moment encore plus dramatique, c'est le moment où il se produit. Il ne s'agit pas d'un président en début de mandat qui a encore la possibilité de faire marche arrière, de corriger ses erreurs ou de reformuler ses stratégies. Il s'agit d'un chef d'État en pleine déchéance, entouré de scandales, faisant l'objet d'enquêtes sur plusieurs fronts, avec une base républicaine en lambeaux et une opposition renforcée par une décision judiciaire qui ne laisse aucune place à des interprétations ambiguës. En agissant ainsi, la Cour suprême n'a pas seulement annulé des décrets présidentiels. Elle a tracé une ligne, et cette ligne, pour quelqu'un qui a toujours cru être au-dessus de tout, est une défaite symbolique. C'est un acte d'humiliation publique. L'impact psychologique commence à se manifester. L'homme qui a bâti son empire politique sur l'image de la force, de la domination et de l'impunité doit désormais faire face à l'embarras de devoir s'expliquer, négocier, admettre que son pouvoir a été restreint. Pour un profil comme le sien, c'est la blessure la plus profonde. Dans les couloirs de la Maison-Blanche, les rapports des assistants décrivent un président inquiet, explosif, essayant mentalement de redessiner sa stratégie face à un échiquier qui a été renversé sans préavis. Les alliés les plus fidèles tentent de préserver une apparence de normalité, mais les fissures deviennent évidentes. Les parlementaires républicains qui se pliaient auparavant à la volonté présidentielle commencent, bien que timidement, à défendre le respect des décisions de la Cour. D'autres, plus pragmatiques, articulent déjà une rupture silencieuse, cherchant à se distancier de l'usure politique qui s'annonce. Et c'est dans ce vide d'autorité que quelque chose d'inédit commence à émerger, le retour du dialogue institutionnel. Pour la première fois depuis des années, le Congrès respire à nouveau. Le climat politique prend un nouveau rythme et le débat sur l'équilibre des pouvoirs cesse d'être rhétorique pour devenir une priorité nationale. Les députés et les sénateurs qui se taisaient auparavant face aux excès de l'exécutif trouvent dans la décision de la Cour suprême le soutien nécessaire pour s'exprimer. C'est comme si un frein moral avait été levé, permettant aux voix réprimées de résonner à nouveau dans les couloirs du Capitole. L'effet pratique est immédiat. Des sessions de contrôle parlementaire sont programmées, de nouvelles commissions d'enquête prennent forme. Les propositions d'amendements constitutionnels reviennent à l'ordre du jour. Le pays semble soudainement se rappeler que la démocratie est un verbe collectif. Le concept de séparation des pouvoirs, auparavant négligé, revient au centre de l'arène politique. Dans les tribunaux régionaux, les juges reprennent une position plus ferme contre les abus administratifs. Les gouverneurs des États réévaluent leur dépendance à l'égard des ordres fédéraux qui peuvent être invalidés à tout moment. L'impact de la décision de la Cour suprême se propage comme une onde de choc, institutionnelle, juridique et politique. En coulisses, les avocats du gouvernement travaillent en mode crise. Les décrets sont révisés à la hâte, les avis juridiques réécrits, les programmes interrompus. L'objectif est de sauver ce qui reste de l'édifice du pouvoir construit par Trump au cours des dernières années. Mais le préjudice est plus profond que technique. Il est moral. Lorsque 7 ministres de la Cour suprême affirment que le président a violé les limites de la Constitution, le problème n'est pas seulement juridique, il est éthique. C'est une blessure publique. Une confession d'abus qui ne s'efface pas avec des communiqués ou des discours enflammés. Les conséquences commencent à se multiplier. La base populaire, auparavant inébranlable, montre des signes de fatigue. Les manifestations pro-Trump diminuent en nombre et en ferveur. De nombreux partisans semblent confus.
partagés entre leur loyauté envers l'homme et leur respect des institutions. Au sein du Parti républicain, la peur se répand. Certains craignent que cette décision ne soit que le début d'une réaction en chaîne qui ébranlera le parti lors des prochaines élections. Il y a aussi la crainte juridique. Si les décrets ont été jugés inconstitutionnels, toutes les mesures qui en découlent pourraient être invalidées. Cela ouvre une boîte de Pandore. Contrats annulés, fonctionnaires réintégrés, fonds remboursés, indemnités de plusieurs millions. L'État américain devra corriger son propre écart. Pendant ce temps, la figure de Trump s'affaiblit. Non pas à cause de l'action de ses adversaires, mais à cause de la logique institutionnelle qui s'est imposée. L'aura d'invincibilité cède la place à l'image d'un dirigeant acculé, observé, limité. Un président qui ne gouverne plus par domination, mais par obligation. Qui doit justifier chacun de ses pas. Qui a perdu le contrôle du récit? C'est la fin symbolique du mythe du leader intouchable. Celui qui croyait gouverner au-dessus de la loi se trouve désormais contraint par celle-ci. Cette décision de la Cour suprême n'est pas seulement un jalon juridique, c'est un tournant historique. À partir de maintenant, aucun futur président ne pourra prétendre ignorer les limites de sa fonction. Le précédent est établi. Et avec lui vient le poids de la responsabilité institutionnelle. Pour le peuple américain, la signification de cette décision dépasse le domaine politique. C'est le rappel qu'il existe encore une structure, qu'il existe encore une loi, qu'il existe encore une résistance au sein des rouages démocratiques. C'est un souffle de lucidité au milieu du chaos, un signe que la Constitution n'est pas une simple décoration rhétorique, mais un organisme vivant, capable de réagir. Donald Trump occupe toujours le bureau ovale, mais son autorité n'est plus la même. Il reste président, mais il n'est plus souverain. Sa présidence s'est transformée en un champ de contention. Un gouvernement qui survit grâce à la surveillance, aux restrictions et à une vigilance institutionnelle constante. L'impact psychologique de cette situation au sein même du gouvernement est dévastateur. L'homme qui se vendait comme un symbole de force se voit désormais contraint de demander la permission. Et ce renversement de situation a une portée historique. Elle marque l'effondrement de la figure du dirigeant absolu et la renaissance, même si elle est lente, de la responsabilité démocratique. Désormais, chaque décision présidentielle sera examinée à la loupe. Chaque geste sera interprété à la lumière de la nouvelle jurisprudence. Et pour beaucoup, c'est le début d'un nouveau chapitre, celui de la reconstruction institutionnelle. Mais la reconstruction ne sera pas facile. Le pays est divisé, polarisé et fatigué. Il faudra de la patience, du dialogue et de la maturité politique. La décision de la Cour suprême ne résout pas tout, mais elle allume une étincelle. Elle nous rappelle qu'il est encore temps de corriger le cap. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous y croyez. Vous croyez que le pouvoir doit servir et non dominer, que la démocratie est plus qu'un discours, c'est une pratique quotidienne de vigilance et de courage. Alors, partagez cette vidéo, diffusez cette réflexion, montrez qu'il y a encore de l'espoir, qu'il y a encore de la place pour l'équilibre, que les abus ont une fin, et si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, inscrivez-vous dès maintenant, car ce qui nous attend sera décisif. Suivons ensemble, avec analyse, contexte et vérité, car l'histoire est vivante, et c'est à nous de décider si elle sera écrite par la force ou par la conscience.